Ammar Mansouri, bonjour et merci de nous avoir accordé cet entretien à l'occasion du 63e anniversaire du début du programme nucléaire militaire français en Algérie. Alors, la première question, l'Algérie commémore le 13 février prochain, donc cet anniversaire, à l'occasion du premier essai nucléaire, de la première, pardon, explosion nucléaire dans le Sahara avec le nom de code de Gerboise bleue. Alors, ma première question, combien d'explosions, d'essais et d'expérimentations la France a mené en Algérie, notamment les explosions atmosphériques? Comment qualifiez-vous ces explosions par rapport à l'environnement et à la vie dans cette région? Je vous remercie pour cette invitation et le fait que vous vous intéressez à ce dossier épineux qui concerne notre pays, qui concerne notre Sahara, qui concerne le peuple algérien d'une manière ou d'une autre. Donc l'Algérie commémore dans quelques jours l'autre février, parce qu'il y a le février de la France, le 13 février de la France, le 13 février de l'Algérie. Le 13 février de la France, c'est le fait d'avoir entré dans le club nucléaire. Donc, c'est l'entrée dans le paradis. Et l'autre thèse pour l'Algérie, c'est l'entrée dans l'enfer, avec ses radioactivités, avec cette pollution, avec ces déchets, avec cette situation dramatique au niveau du sud algérien, tant pour la santé humaine que végétale et animale. Donc, la France, comme vous le savez, depuis le 18 octobre 1945, De Gaulle a créé le commissariat à l'énergie atomique dans le but d'exécuter un programme militaire français en ce qui concerne le nucléaire. Après, à partir de 1957, on a des militaires français ont visité le Nevada, là où il y a eu des explosions nucléaires américaines, dans le but de s'inspirer sur ces explosions. Donc, juste après ça, 57, le général Euléré a fait une visite au niveau du sud algérien pour affirmer que c'est un lieu, lieu propice pour faire les premières explosions nucléaires françaises au niveau du Sahara. Et dans son rapport, il dit texto que c'est un lieu où il n'y a pas de signe de vie, ni humaine, ni animale, ni végétale. Il n'y a même pas de voisins dans cette région, donc c'est un désert. Et cette, C'est-à-dire ça, c'est pour justifier un peu voilà. Et pourquoi cette, on a situ- choisi ce site pour la première explosion. voilà. Et cette situation a été au niveau de l'ONU par Jules Moche, au niveau de l'ONU, il a confirmé que effectivement c'est le lieu idéal pour faire des explosions nucléaires. C'est un lieu qui dérange personne, c'est un lieu désertique. Et malgré que l'ONU était contre que la France c'est-à-dire, fasse ces explosions parce que tout simplement les pays nucléaires tels que les États-Unis, l'URSS à l'époque et l'Angleterre ont établi un moratoire interdisant les essais nucléaires atmosphériques, vu que ces essais ou ces explosions sont très polluantes pour le globe terrestre, pas uniquement pour le lieu où on les fait, mais pour tout le globe terrestre. C'est juste une Et petite précision, Monsieur Mansouri. Une explosion atmosphérique, c'est pour nos auditeurs, une explosion atmosphérique, c'est-à-dire qui est menée à l'air libre. Elle n'est pas souterraine, elle n'est pas enfouie, c'est à l'air libre. C'est une explosion aérienne. aérienne. Ces explosions, soit au niveau de la Terre, c'est-à-dire au niveau de la surface de la Terre, ou bien sur des tours. Ça dépend, 100 mètres, 150 mètres. Dès que la tour est plus haute, que la pollution et le danger est plus grand. À titre indicatif, entre parenthèses, l'explosion la bombe atomique qui a été utilisée au niveau de Hiroshima a explosé à 500 mètres d'altitude. Donc, ce qui a fait un dégât plus important et toute la ville a été détruite. Donc, malgré le contexte international, la France a procédé à sa première explosion le 13 février 1960, qui a été suivi par d'autres
explosions. La première explosion, c'est Gerboise noire pour moi parce que le jour 13 n'était pas, le soleil n'était pas bleu, au contraire, il était noir, et a été suivi par d'autres explosions aériennes. C'est gerboise blanche, rouge et verte, donc ça représente le drapeau national, donc c'est les couleurs algériennes. Et la première, c'est la gerboise noire. Donc, et après, vu qu'il y a eu des oppositions par des pays africains, par la communauté internationale, pour en ce qui concerne les explosions aériennes, la France a été obligée de se tourner vers les explosions souterraines. Donc, pour ces explosions, on a choisi Ain Iker. Donc, il y a toute une montagne, Tel Nafella. Mhm. Donc, on a creusé des tunnels de jusqu'à 1 kilomètre de profondeur. Donc, 13 tunnels ont été creusés. Et c'est les Algériens qui ont procédé à ces travaux, presque des travaux forcés, et des Africains. Donc, les explosions souterraines, c'est au nombre de 13 explosions. Et les noms des différentes explosions, c'est des pierres précieuses, émeraudes, béryl, etc. Mhm. Donc, malheureusement, ces explosions, 13 explosions, il y a eu au moins 8 qui n'ont pas été confinées parce que le but d'explosion souterraine, c'est pour éviter la contamination, pour éviter, c'est-à-dire le danger pour l'environnement, etc. Mais malheureusement, la France, comme les Français, c'était des apprentis sorciers, donc ils sont mal préparés, mal calculés, c'est-à-dire surtout l'explosion souterraine. Donc, il y a eu des accidents. Donc, Monsieur, je reviens pour la première explosion qui était de 70 kilotonnes. C'est-à-dire, si on fait une petite comparaison tout de suite pour voir, c'est-à-dire Gerboise bleue, vous parlez de gerboise voilà, bleue, elle voilà, était pour de avoir 70 kilotonnes, kilotonnes. Si on c'est-à-dire à compare, peu près deux fois celle de là, là, Hiroshima et Nagasaki, non, un peu non, plus. 4,5 Hiroshima et le double de Hiroshima avec Nagasaki. Mais le plus important, c'est pas ça. C'est que les premières explosions américaines, qui étaient de 21 kilotonnes, russes, qui étaient de 22 kilotonnes, et l'Angleterre, qui était 25. Si on fait l'addition, on trouve 68. C'est-à-dire, la première explosion de la France, elle est plus importante que les trois explosions des pays nucléaires. Donc, pourquoi? Parce que la France a voulu entrer dans le club nucléaire par la grande porte. Et comme le Sahara n'appartient pas à la France, donc elle a abusé du Sahara et de la population qui y habitait dans le voisinage. Alors maintenant, j'aimerais bien que vous expliquiez, en tant que spécialiste en génie nucléaire et physicien du nucléaire aussi, comment les déchets nucléaires impactent la vie humaine, la faune, la flore, comment ils détruisent les déchets nucléaires, comment ils agissent négativement sur la vie, sur les Donc, organismes vivants de tout genre. c'est-à-dire toute explosion nucléaire, elle dégage des produits de fission. Donc, c'est des éléments radioactifs, Mhm. tels que le plutonium, tels que le césium, etc. Si on parle du plutonium, dans la demi-vie, qui est 24 400 années, et si on parle maintenant du césium, c'est la demi-vie, c'est de 30 années. Si on parle de l'iode, par exemple, c'est de 8 jours. C'est pour cette raison, quand il y a une explosion quelque part, on essaie de bloquer la thyroïde avec de l'iode pour qu'il n'y ait pas cette contamination de la personne. Donc, tous ces produits de fission qui sont très importants, ils vont agir sur la faune, la flore et l'être humain. Donc, c'est des rayonnements gamma, des rayonnements bêta, ça dépend de quel élément, des rayonnements alpha. Et ces rayonnements sont néfastes pour toute vie humaine. Pour l'être humain, ces rayonnements vont causer des problèmes génétiques, vont causer des cancers, et pour la faune et la flore, il y a ce qu'on a remarqué dans ces régions, que la production agricole a été très perturbée. Donc, il y a même des disparitions de certains types d'animaux, certains trucs, etc. Donc, et même ça, on le voit à travers l'expérience qu'a vécu le Japon. Donc, la destruction, c'est-à-dire l'utilisation des bombes atomiques. On le voit même à travers l'accident de Tchernobyl,
ce qu'il y a eu que pour la santé humaine, pour tous les pays qui ont été touchés, tous ces êtres humains qui sont morts, tous ces cancers, etc. On le voit récemment avec Fukushima. Donc, le nucléaire ne pardonne pas, comme l'a dit Einstein, l'atome ne pardonne pas. Et effectivement, il ne pardonne pas, surtout quand l'atome est fissionné, quand on le perturbe, donc il ne pardonne pas. Malheureusement, la France, quand elle a procédé à ces explosions, ces essais, ces expérimentations, malheureusement, elle n'a pas pris les précautions nécessaires, notamment pour les populations et pour l'environnement au niveau du Sahara algérien, ce qui a causé actuellement des dégâts environnementaux très importants. Et c'est très difficile pour l'Algérie. C'est un lourd héritage. C'est un lourd héritage. C'est un dossier très épineux qu'on est en train de voir dans quelle mesure on peut le régler en comparant cette situation avec d'autres pays qui ont la même situation, tels que l'Angleterre avec l'Australie, par exemple, ou bien les États-Unis avec l'île Marshall, ou bien les États-Unis avec le Japon, et même la France avec la Polynésie. La troisième question, maintenant, rentrons un peu dans la question de le dossier mémoriel entre l'Algérie et la France. Donc, pour rester donc dans l'actualité, le rapport de Benjamin Stora, ou ce qu'on appelle le rapport Stora, sur la mémoire de la guerre d'Algérie commandé par Emmanuel Macron, qui, je rappelle, avait déclaré en 2017, alors qu'il était candidat, que le colonialisme était un crime contre l'humanité. Aborde justement ce rapport, il aborde cette question en évoquant notamment la contamination des populations sahariennes par les bombes atomiques françaises, préconisant la poursuite du travail conjoint sur cette question. Alors, quelle est, quelle est votre première réaction justement à cette proposition? Cela répond-il aux demandes des Algériens suffisamment, notamment en termes d'indemnisation et de décontamination des sols? Justement, là, ce que je dois dire, que la France a deux principes très importants avec lesquels elle travaille, c'est-à-dire avec lesquels elle veut régler ou elle veut traiter ce type de dossier. C'est les mensonges et deuxièmement la perte de temps. Parce que si on parle du dossier des explosions nucléaires, depuis peut-être plus d'une vingtaine d'années, on parlait de commissions mixtes, on parlait je sais pas moi, on va régler, et même il y a eu la loi Morin en 2010, il y a 12 ans quand même, et cette loi, on dit que tous les présidents français, les argents seront indemnisés, mais jusqu'à aujourd'hui, 12 ans après, il n'y a qu'une seule personne qui a été indemnisée et c'était un Algérien qui était dans l'armée française. Donc, il n'y a pas eu de véritable indemnisation, de reconnaissance. Stora, il parlait de ce dossier d'une manière superficielle. Mais le plus gros, c'est cette situation que vivent les populations de cette région. Il y a des malformations, et il y a la stérilité, et il y a des cancers, des différents cancers dans cette région. Donc, le taux le plus important, le plus élevé en Algérie de cancer, c'est dans cette région qui a été contaminée par ces explosions. Donc, rien n'est fait dans ce sens parce que si la France avait réellement l'intention de régler, il y a quand même 63 années. Il y a 63 années et on n'a rien fait de concret. Par contre, au niveau de la Polynésie, elle a nettoyé, elle a donné les dossiers médicaux aux concernés, elle a construit en 2007 un hôpital pour prendre en charge les cancéreux, les gens contaminés, les gens, c'est-à-dire les victimes de ces retombées. Et elle a même, dans le cadre de la loi Morin, qui au début, parce qu'elle a été modifiée après, elle ne parlait qu'une pour les conditions d'indemnisation, parce qu'il y a trois conditions. Il y a le lieu, il y a la période et il y a les maladies. En ce qui concerne le lieu, il y avait une partie de la Polynésie qui concernait pour les indemnisations. Mais après que les Polynésiens ont fait pression sur la France
par le fait d'avoir mis leur dossier pour l'indépendance au niveau de l'ONU. Donc, ils ont fait de la pression sur la France. Et la France, quand elle a changé la loi, elle a, c'est-à-dire le critère, toute la Polynésie est concernée par l'indemnisation. Et pas tout le Sahara qui est concerné. Malheureusement, au niveau du Sahara, il y a toute une partie, je dis toute une petite partie au niveau de Regan et au niveau de Heineken qui est concernée par les indemnisations. En ce qui concerne la période, Mais quand vous dites elles sont concernées par les indemnisations, est-ce que la France a procédé à l'indemnisation des gens ou c'est juste, disons, les prémices d'une encore promesse pour faire avancer ce dossier pour de telle ou telle région? Est-ce que non, déjà il y a des... non, à mon avis, il va pas y avoir d'indemnisation pour les Algériens parce que ça relève de l'impossible. On te demande des documents qui n'existaient pas. Parce que pour votre information, tous les archives concernant ces régions-là et tous les archives concernant l'état de santé de ces gens qui ont travaillé dans le programme nucléaire français ou les habitants cette région n'ont aucun document qui prouve qu'ils habitaient là-bas ou qu'ils ont été contaminés, aucun document. Donc, c'est de l'impossible. Donc, c'est pour cette raison, il faut que de notre côté, qu'on fasse un travail, toute une compagnie épidémiologique pour savoir réellement l'état de santé de ces populations, avoir des informations correctes, c'est-à-dire crédibles, pour qu'on puisse défendre ces victimes au niveau, avec la France ou bien au niveau des instances internationales. Maintenant, Monsieur Mansouri, une question est quand même très importante parce que là, ça concerne un peu l'histoire, mais ce qui est important, il me semble, à expliquer à nos auditeurs, que ces déchets, ils sont toujours là, et qu'ils affectent la santé. Et que dans les cas du changement, dans la situation du changement climatique et des sécheresses actuelles, les vents de sable qui peuvent apporter ces déchets nucléaires arrivent actuellement au nord de l'Algérie, au nord de l'Afrique du Nord, mais aussi ils peuvent même arriver vers les régions du sud de l'Europe. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que la France a donné, ou est-ce que les archives qui concernent les sites où ont eu lieu ces explosions nucléaires, notamment atmosphériques ou aériennes, est-ce que vous avez une idée de l'étendue de la contamination du sol? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été présenté pour montrer justement où ces déchets auraient pu se disperser? Parce que En ça ce ne touche concerne, pas uniquement l'Algérie, ça va toucher et les pays du Sahel et l'Afrique du Nord en général, et même l'Europe du Sud. en ce qui concerne les archives, pour votre information, depuis 2008, les archives du nucléaire, du dossier nucléaire, sont devenues incommunicables. Donc, c'est très important. En ce qui concerne maintenant ce qu'a fait la France dans ce cadre, en 1967, lorsque les Français ont quitté le sud algérien, ils ont laissé beaucoup de déchets au sol, Mhm, des déchets contaminés, je dis bien contaminés. Et mhm. ils ont fui d'autres déchets plus gros, c'est des avions, des bateaux, des chars, etc. Ils ont enfui quelques centimètres d'épaisseur. Donc, si vous dites que Sous le sol, l'argot c'est-à-dire à des profondeurs très courtes. très court, très court, Donc, on a juste creusé comme ça et puis on pas les a qu'ils aient, recouverts. ce qu'ils étaient pressés pour partir, bien sûr, parce que ça ne les intéresse pas. Donc, il y a aussi, dans ce cas, c'est un crime, le fait de ne pas informer les populations sur le danger de ces déchets, etc. Donc, les populations, vu qu'elles ignorent cette situation, ils ont pris beaucoup de choses et donc, entre autres, du cuivre, les métaux, etc. Ils ont construit peut-être avec, etc. C'est pour cette raison qu'il y a eu beaucoup d'autres victimes à cause de cette situation. Donc, pour le résumer, les déchets, l'Algérie a demandé, c'est-à-dire depuis peut-être plus d'une dizaine d'années ou vingtaine d'années, on a demandé les cartes où sont enfouis ces déchets.
c'était même le cas pour les, les- les cartes concernant les mines. Les mines L'Algérie, antipersonnelles, oui, à l'est et à antipersonnel, l'ouest du parce qu'il y pays. avait 11 millions de mines, et l'Algérie a demandé les cartes pour qu'on puisse. Malheureusement, la France n'a donné que ces cartes qu'en 2007, après avoir que ces mines ont été déplacées, vu le changement, etc. Donc, il y a eu beaucoup de victimes pour rien. Même pour le nucléaire, il va y avoir la même chose. Ils ne vont pas donner les cartes jusqu'à ce qu'il y ait le maximum de victimes, peut-être ça les intéresse, etc. Donc, les cartes, c'est une nécessité pour l'Algérie pour qu'on puisse savoir où sont enfouis ces déchets pour qu'il y ait ce qu'on appelle la gestion des déchets nucléaires. Ailleurs dans le monde, aux États-Unis, ils ont construit même un truc qui va rester jusqu'à 2500 années. Ils ont mis les déchets dans un truc qui peut durer jusqu'à 2500 années. Vu la dangerosité de ces déchets nucléaires, notamment le plutonium, comme vous savez, très Mhm. dangereux et il restera pour des milliers d'années. Donc, dans ce cadre, il faut dire que la France n'a pas respecté ses engagements dans ce domaine. Si on revient à l'histoire de ces explosions et tout ce programme, les programmes militaires français au niveau de l'Algérie, si on est déviant. Donc, dans le cadre des accords d'Évian, il y a eu des accords concernant l'utilisation de certains sites, tels que le site de Hamaguer pour le spatial, le site de Bedonamous pour les essais nucléaires, chimiques et biologiques, et Aïnek-Ergen pour les essais nucléaires. Dans le cadre de ces accords, donc la France est restée 5 années pour. Mais le malheur, c'est que dans ces accords, on n'a pas dit aux Algériens à l'époque que ce programme, ou bien ces programmes sont dangereux pour l'environnement de la santé. On ne l'a pas dit. On a dit on va des expériences militaires. Donc, quand on dit expérience militaire, on ne pense pas. Et à l'époque, on n'avait pas de spécialistes ni dans le domaine nucléaire, ni chimique, ni biologique, etc., pour évaluer et avoir une idée sur le danger. Et justement, vous me rappelez une interview qui a été faite par le général Rachid Ben Yillis, Oui, qui a commandé la base navale à un certain moment de Marcel Kébir et puis devenu secrétaire général du ministère de la Défense. Il a dit que dans une interview qui a été donnée, je crois, à TSA en 2017, oui, je que, l'ai vu. que en 86, la France continuait à mener ses expériences d'armes chimiques, hein, pas nucléaires, dans le Sahara. Est-ce que Mais les c'est... armes chimiques, c'est-à-dire, moi, je n'ai pas cette information, mais comme ça a été déclaré par responsable. Mais ce que je peux dire dans ça, il y a le polygone dans lequel il y a eu ces essais, il est de 100 km sur 60 km. Donc, c'est un pays, un micro-pays. Donc, revenons justement pour le dossier des explosions nucléaires concernant les victimes. Actuellement, il y a eu beaucoup d'indemnisation au niveau des Français, au niveau des Polynésiens. Donc, malgré c'est pas On important. en reviendra, monsieur Mansouri, pour ne pas un peu devancer les événements. Donc, dans quelle mesure le traité d'interdiction des essais nucléaires, ratifié en 2017 et entré en vigueur en 2021, a-t-il institué l'obligation des États d'indemniser les pays du tiers, c'est-à-dire dans lesquels des explosions nucléaires ont été menées? C'est-à-dire, avant cette mesure, il y a eu en 2000, en 1995, 22 septembre, l'Assemblée générale de l'AIEA a obligé les pays qui ont procédé à des explosions nucléaires de nettoyer, c'est-à-dire de faire prendre les précautions nécessaires pour qu'il n'y ait pas d'autres victimes. Mais cette obligation n'a pas été appliquée. Et dans le cadre de truc d'interdiction des essais nucléaires, aussi l'article 6.7, il y a une obligation pour que les pays qui ont procédé à des
explosions nucléaires de prendre leurs responsabilités dans ce domaine, notamment pour le nettoyage, la réhabilitation des sites, pour l'assistance de ces pays sur le plan technique, technologique et pour le, disons, l'indemnisation et le suivi médical, etc., des victimes. Mais rien n'a été fait. C'est Donc, ça le problème. en 2003, on attaque Saddam Hussein parce on suppose, entre guillemets, qu'il a, juste en partant d'une fiole qui a été montrée, Et voilà, peut-être qu'elle contenait du jus d'orange à l'ONU exactement. par Colin Powell. Et on attaque, on détruit un pays, on tue 1,5 million. Et là, il y a toutes les preuves nécessaires, rien n'est fait et rien ne se dit par rapport à ça. C'est-à-dire, au niveau international, il faut dire une chose, c'est le plus fort qui décide. C'est-à-dire, il y a deux poids, deux mesures. Et c'était l'inverse. C'était l'inverse. Les Algériens, tous les Algériens sont au tribunal international. On inverse les choses. Mais quand il s'agit de notre cas, donc actuellement, c'est à nous de bouger dans le cadre de, de la réglementation qui existe au niveau international, voir dans quelle mesure on peut avoir nos droits. Parce que je crois qu'il y Mais a... de point de vue, justement, du droit international, de ce que, puisque vous dites que si c'était les Algériens qui avaient fait ces expériences en France, ils seraient tous traduits Exactement, oui, devant le tribunal international. international. Et donc, vous considérez que ce que la France a fait en Algérie, est-ce que vous considérez ça comme des crimes contre l'humanité, par exemple? C'est un- non, c'est un crime d'État contre l'humanité. Parce que ces crimes-là, c'est l'État français qui les a programmés. C'est l'État français qui les a Mhm. exécutés. C'est l'armée française qui les a exécutés. Et le malheur, ils ont exécuté quelque chose dont ils connaissent les dangers. Parce qu'en 1957, il y a eu la traduction des documents concernant Hiroshima et Nagasaki sur les conséquences sanitaires et environnementales d'une explosion nucléaire d'une manière générale. Donc, ils étaient au courant de ces dangers. Malgré ça, ils ont exécuté ça dans un espace qui ne les concernait pas. Parce que Ergun se trouvait à 3000 quand même, kilomètres de Paris. Et c'est pour cette raison, ils ont abusé du sol algérien. C'est pour que la France devienne une puissance mondiale, une puissance nucléaire. Et c'était le but. Pourquoi, à votre avis, la France patine ou traîne le pied justement pour euh, livrer ses archives concernant son programme nucléaire aux Algériens? Et ça se comprend parce que si on livre les archives, surtout sur les déchets, sur les victimes, sur les dégâts d'une manière générale, sur même les puissances des différentes explosions. Donc, c'est contre elles, parce que pour eux, l'Algérie va demander des indemnisations, va demander la reconnaissance, va demander, etc. Mais nous, de notre côté, à mon avis, ce qu'on est en train de demander, c'est dans le cadre humanitaire. C'est-à-dire, je m'explique, nous, ce qu'il y a eu, c'est du passé. Il y a eu des victimes, il y a eu la pollution, etc. Mais c'est pour éviter, pour qu'il y ait d'autres dégâts, d'autres victimes, etc. C'est pour cette raison que la France c'est une obligation humanitaire, doit assister à l'Algérie, doit donner les archives, doit ouvrir les archives au plus tôt, doit nous donner les cartes, c'est-à-dire où sont enfouis ces déchets. Elle doit reconnaître ces victimes, c'est des victimes du programme nucléaire français, ce pas des victimes de l'Algérie quand même. Elle doit construire des hôpitaux au niveau de Regan et de Angel pour la prise en charge des différentes victimes de, du diagnostic jusqu'au traitement, etc. Elle doit aussi prendre des mesures en ce qui concerne la radioprotection, parce que ces sites, présentent toujours ces sites où il y a eu les explosions nucléaires, soit aériennes ou souterraines, soit même les essais complémentaires qui ont eu lieu dans des puits, ou bien l'opération Pollen
On a utilisé du plutonium à l'air libre à Ternataram, à 30 km de Ternafula. Donc, tout ça, ça demande des mesures de radioprotection à prendre pour que, parce qu'il y a des gens qui vivent là-bas quand même, il ne faut pas oublier Mais ça. Il y a des... justement, par rapport à ça, Monsieur Mansouri, est-ce il y a des données concernant le nombre de victimes, Non, qu'ils soient anciennes lors justement de ces explosions ou actuelles qui ont subi les radiations des déchets nucléaires éparpillés dans la région? si on parle des victimes, les victimes, c'est à partir de 1960. Donc, on va parler des gens qui sont sous terre. C'est des milliers de gens qui sont morts avec des cancers, des tas de choses, mais personne ne le sait. Il ne faut pas oublier quand même, l'Algérie était colonisée, après l'indépendance quand même, on n'a pas les moyens pour comprendre toute cette situation. Donc, il y a eu beaucoup de victimes. Dans l'état actuel des choses, il y a des malformations, il y a beaucoup d'handicapés, il y a beaucoup de sourds-muets, il y a beaucoup de cancéreux, il y a beaucoup de gens stériles dans ces régions. Donc, il y a une situation alarmante, une situation préoccupante dans ce domaine. Donc, d'une manière générale, et à travers les expériences qu'on connaît dans le monde, le nucléaire ne génère pas le paradis, c'est l'enfer quand même. C'est des rayonnements ionisants qui sont dangereux pour la santé, pour celles qui détruisent l'ADN. Et le pire encore, c'est que dans certaines études, surtout anglaises, on parlait de l'effet de ces radiations sur le plan génétique après la 22e génération. C'est très grave. Donc, c'est pour 22e génération. 22e génération, et il va y avoir des séquelles, etc. Parce que quand l'ADN est attaqué, donc elle a des répercussions dans le temps avec les générations futures. Donc, la situation n'est pas aussi simple comme on le pense. C'est pour cette raison il faut qu'il y ait des études, il faut qu'il y ait une prise en charge, il faut qu'il y ait de la Donc, volonté si de... j'ai bien compris votre propos, actuellement, rien n'est fait. Non, rien n'est fait pour moi, rien n'est fait. On ne fait que faire perdre du temps. Donc, c'est un Donc, des besoins excusez-moi, Monsieur Mansouri, une toute petite question. Euh, 11 millions de bombes antipersonnelles ont été de donc mines, plantées. Hein? des mines, des mines, mines, pas bombes, des mines Oui, oui, antipersonnelles. des mines antipersonnelles qui ont été implantées dans les frontières Plan- avec le Maroc et Est la et ouest. Tunisie, Oui, Est-Ouest. Donc, avec l'érosion du sol, on sait que les mines exactement. Bouge. bougent et même si l'armée algérienne a tenté de décontaminer, tant qu'elle n'a pas les cartes, on ne peut pas savoir où sont exactement ces bombes. Et en plus Ces de mines. ça, c'est-à-dire que concernant l'impact des explosions nucléaires, rien n'est fait. Mais pour vous, Monsieur Mansouri, et pour les Algériens, est-ce que la guerre contre le colonialisme français est terminée le 19 mars 62? Non, Est-ce que vous pouvez... non, dans la mesure où il y a des litiges, il y a des dossiers qui ne sont pas encore réglés. Pour moi, ça continue. Donc, on n'est pas encore à l'heure de l'indépendance totale parce qu'il y a toujours des séquelles, il y a toujours un héritage, un lourd héritage qui se trouve au niveau de notre pays concernant soit les mines, soit les essais chimiques biologiques, soit les explosions nucléaires. Donc, on peut dire que c'est une guerre en différé. On est encore le peuple algérien est encore en train de subir justement des trucs négatifs concernant sa santé, son environnement. Donc, c'est clair. Et du côté français, on n'a pas, c'est-à-dire cette volonté réelle. Chaque président, quand il vient, il reconnaît que le colonialisme était quoi, etc. Mais sur le plan pratique, il n'y a pas un geste réel comme ça a été fait. Et Par exemple, donc, cette question-là de refus, de demander pardon, de s'excuser, pas de demander pardon, on n'a pas ou de besoin de s'excuser, pardon. non, de s'excuser, mais au moins de reconnaître ce qu'ils ont fait. À votre avis, comment peut-on Ils ont, ils ont, expliquer cette ils ont, attitude? ils ont reconnu dans la loi de Morin.
Et pas mal de gens comprennent la reconnaissance, c'est une reconnaissance des dégâts qu'ils ont fait, des crimes. Non, c'est la loi de reconnaissance et d'indemnisation concernant la reconnaissance de la France pour ses fils qui ont procédé aux explosions nucléaires, qui ont permis à la France d'entrer dans le club nucléaire, pas une reconnaissance des dégâts. C'est ça. Nous, on veut qu'il y ait une reconnaissance des crimes nucléaires. Et pour votre information, au niveau de l'Angleterre avec l'Australie, l'Angleterre a nettoyé, elle a réhabilité les sites, elle a indemnisé. Et pourquoi pas la France? Et Pourquoi? justement, par rapport à ça, Monsieur Mansouri, comment peut-on expliquer cette attitude de la France à géométrie variable de la question de son programme nucléaire, dans la mesure où elle consentit à reconnaître sa responsabilité en Polynésie française, mais pas en Algérie? That is the question. That's the question. To be or not to be, that's the question. Hein, comment dire. L'essentiel, à mon avis, l'Algérie continue à demander, continue à faire de la pression sur la France pour qu'elle reconnaisse tous les crimes qu'elle a. Non, parce que il y a Emmanuel Macron qui a reconnu la responsabilité de la France en Polynésie et qui a affirmé que la France avait une dette envers La les Polynésie, oui. Polynésiens. Ouais. Mais pas du côté algérien, parce que pour le côté algérien, il y a un lobby, il ne faut pas oublier, il y a un lobby des pieds noirs et de ceux de l'Algérie française. C'est eux qui font pression. C'est eux qui ne veulent pas qu'il y ait cette reconnaissance, qu'il y ait ces indemnisations. Donc, il y a une situation aussi complexe comme, comme on le pense. D'accord. Dans ce cas-là, la France prive donc, si j'ai bien compris, prive toujours les victimes algériennes de bénéficier de toute forme d'indemnisation dans le cadre de la loi du 5 janvier 2010, celle que vous appelez la loi Morin. Euh, alors, pourquoi, que peut-on penser de cette attitude? Non, c'est une attitude irresponsable. Parce que nous, comme je disais tout à l'heure, nous, on est en train de traiter ce dossier ou ces dossiers des crimes sur le plan humanitaire. On veut éviter pour qu'il n'y ait pas d'autres victimes. On veut nettoyer, on veut réhabiliter ces sites pour rendre la vie agréable dans ces régions-là, pour que les gens vivent en paix quand même dans un environnement propre. C'est ça notre but. Mais la France, elle a d'autres considérations, notamment l'incidence financière. Et elle ne veut pas reconnaître. Si elle reconnaît, donc elle devient criminelle. Donc, criminel ne reconnaît Non, jamais mais, ses mais crimes. actuellement, comme je disais tout au début, actuellement, ces déchets-là, ils peuvent atteindre même le sud de la France, avec les Et, vents de sable, les tempêtes mais de la- sable. mais l'année passée, il y a eu des ventes de sable au niveau de la France et on a trouvé que c'était contaminé, oui. Et c'est normal, parce que si on revient à la première explosion gerboise noire, comme je disais tout à l'heure, il y a eu la carte qui a été. On a levé le secret défense sur une carte le 13 février de 2014. Mhm. Et dans cette carte, et c'est bien, c'est les Français qui l'ont publié, l'impact de cette explosion, c'était presque 26 pays africains qui ont été contaminés, le Et sud on de peut, l'Europe, le le sud sud de d'Europe, oui. l'Europe, etc. Donc, quand il y a une explosion aérienne, elle contamine le globe terrestre, elle ne contamine pas toute une partie. Si je prends l'accident de Beryl qui a eu le 1er 62, Justement, je c'est voulais vous poser justement une question pour bien nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé lors de cette explosion nucléaire portant le code non, secret Beryl, le Beryl. voilà. C'est-à-dire c'était le 1er mai 1962. Donc, c'est entre 19 mars et l'indépendance, dans cette période-là. Donc, il y avait cette deuxième explosion souterraine avec la présence de deux ministres. Il y avait Mesmer, ministre des Armées, et Elia Palowski, ministre de la Recherche, qui étaient présents avec 2000 personnes. Et vers 11 heures, donc, il y a eu cette explosion. Malheureusement, cette explosion est tournée vers une catastrophe, vers un accident nucléaire type Tchernobyl, ce que j'appelle moi Tchernobyl 1.
C'est Tchernobyl 1. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la lave qui est sortie, donc il y a eu la fusion du cœur de la montagne, donc la lave est sortie, elle est contaminée avec du nuage nucléaire, du nuage contaminé, et ce nuage est parti vers l'est, donc il a été suivi par des avions, il est passé par Mirtutek, une ville qui se trouve à 100 km. Il y a eu beaucoup de morts ce jour-là, du bétail qui sont morts, hein, c'est une réalité. Et le nuage était suivi par des avions français. Et au niveau de la frontière de la Libye, ils ont trouvé des avions américains qui les attendaient. Pourquoi les Américains? Parce que les Américains suivaient de près le programme nucléaire français. Ils ont installé au niveau de la Libye des installations sismiques etc., pour suivre. Donc, les Américains ont une idée, ils ont une partie des archives concernant les explosions nucléaires français. Donc, cette lave, c'est des tonnes de lave qui sont contaminées. Il y a eu du plutonium, il y a pas mal de produits de fission de cette lave. Et donc, cette lave, jusqu'à aujourd'hui, elle existe. Vous voyez, donc le danger, il persiste encore. Donc, il y a des animaux qui partent là-bas, il y a des êtres humains, etc. Donc, la contamination elle continue depuis 62 jusqu'à ce jour. On se conserve cette lave. Et même, il y a eu des analyses, des tas de choses par des laboratoires qui disent que c'est contaminé et toujours représente un danger. Donc, malheureusement, la France n'a pas donné des précisions sur cet accident, c'est-à-dire l'impact, c'est-à-dire qu'a fait cet accident. Si je vous montre une carte, vous trouverez que le nuage est passé entre deux villages. C'est-à-dire le nuage a été orienté. Comme on a dit, on se concerne sur le 26 février, avril 86, que le nuage radioactif s'est arrêté à la frontière de la France. Il Vous n'avait voyez? pas de visa. Ouais. Donc, Il n'avait pas de visa. voilà, c'est le mensonge, c'est le mensonge. Donc, c'est pour cette raison, j'insiste sur le mot mensonge. Donc, il ne faut pas croire les Français quand ils disent on va régler, on va. Non, ils ne font que perdre du temps. Et ça m'a été dit par Barillo qui est mort en 2017. Barillo, c'est un Français qui a travaillé beaucoup sur ce dossier avec la Polynésie. Il m'a dit dans son dernier email que les mensonges de la France et la perte de temps de la France, ils attendent quand des gens comme moi et vous meurent. Donc, vous voyez, donc pour eux, ils attendent que les gens partent, meurent, les anciens moudjahidines, etc. Les victimes meurent et on oublie. Je crois qu'ils sont à côté. On ne peut pas oublier. Donc, c'est un problème D'accord. de mémoire. C'est un problème de mémoire. Donc, la question donc, qui me vient justement à l'esprit face à cet entêtement de la France à ne pas vouloir déclassifier ses archives ou faire un geste sur le plan technique pour venir en aide en Algérie pour décontaminer, localiser les déchets et décontaminer et réhabiliter les sols. L'Algérie peut-elle recourir à la diplomatie, à la réglementation internationale en la matière pour faire valoir ses droits et sa cause face à l'entêtement de la France? C'est-à-dire pourquoi la diplomatie est faite. La diplomatie est faite pour que les gens règlent les problèmes des différents des pays dans un cadre civilisationnel, si j'ose dire ce mot, civilisationnel. Mais si les choses ne marchent pas, actuellement dans le monde, il y a un tribunal international quand même. Ces pays, il y a la justice européenne, il y a des possibilités pour pour la diplomatie algérienne pour cette situation. Mais moi, je propose dans ce cadre qu'il y ait une conférence internationale sur le jeu de l'ONU pour traiter du dossier du nucléaire dans le monde entier. Parce qu'il n'y a pas que les Algériens qui sont victimes. Il y a au Kazakhstan, il y a des victimes. Il y a en Australie, il y a des victimes. Il y a l'île Marshall, qui est des victimes. Il y a en Chine. Dans le monde entier, il y a des victimes du nucléaire mondial. D'accord. Donc, dans ce cas-là, il y a tout le temps la question du dossier mémoriel qui est évoqué entre la France et l'Algérie et qui continue.
d'envenimer de temps en temps les relations avant qu'elles se réchauffent puis se refroidissent à nouveau à cause de tout ça. Alors, Eh bien, c'est à cause du changement climatique. on aurait bien souhaité que ce soit à cause du changement climatique, mais malheureusement, il y a des déchets nucléaires en jeu. Donc, le problème, est-ce que vous pensez que ce dossier sur les déchets nucléaires et les mines antipersonnelles, est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée qu'il soit résolu dans un cadre global de la question mémorielle ou est-ce qu'il soit traité à part et en priorité? Moi, pour moi, quand on parle de mémoire, mémoire, c'est l'histoire en réalité. Donc, si on parle de choses du passé qui n'ont pas d'influence encore, si on parle maintenant de la guillotine, si on parle du mai 45, c'est la mémoire. Mais des choses qu'on est en train de vivre, des mines qui tuent encore, des armes chimiques et biologiques qui tuent encore, des déchets nucléaires qui tuent encore. On ne peut pas dire c'est mémorial. C'est des dossiers qu'il faut traiter à part et d'une manière urgente et d'une manière responsable. Parce que pour éviter, je répète toujours, qu'il n'y ait pas d'autres victimes, parce que s'il y a d'autres victimes, c'est très lourd pour leur prise en charge, pour surtout ces maladies lourdes, c'est très lourd pour notre pays et pour notre peuple pour prendre en charge toutes ces victimes et tout cet environnement. C'est pour cette raison, c'est urgent de régler ces problèmes dans un cadre bilatéral en dehors de ce qui a été proposé comme commission mixte dans le cadre mémorial. Mémorial pour Oui, les oui. autres dossiers. Par rapport Mais à ce que pour propose, par exemple, là, ces ce que... dossiers, Allez-y, 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 excusez-moi. non, ces dossiers-là, c'est une priorité, c'est une urgence, c'est des chauds, c'est des dossiers qui risquent de faire d'autres victimes. Donc, il faut les traiter à part et avec des gens du domaine, des gens dans le domaine, des gens, des experts qui peuvent apporter un plus et pour qu'il y ait un terme, mettre un terme. Une fois on met un terme, on va les traiter dans le cadre mémorial plus tard. Donc, ça devient du passé. Et pour le moment, on est en train de vivre ces dossiers. Actuellement, la radioactivité elle existe encore, les produits chimiques existent encore, les mines, il y a une partie qui existe encore. Donc, c'est des choses qui tuent encore. Donc, on ne peut pas dire que c'est mémoriel. Mhm. Et de ce point de vue, Monsieur Mansouri, comment l'AEA, par exemple, insiste sur le fait d'aller tout le temps inspecter tel ou tel pays, comme l'Iran, par exemple, ou comme l'Irak avant qu'il ne soit détruit, sur des suppositions de développement d'armes de destruction massive, qu'elles soient chimiques, bactériologiques ou nucléaires, alors qu'il y a beaucoup de faits avérés, répertoriés, connus, vérifiés et vérifiables pour ceux qui sont encore sceptiques et rien n'est fait. Rien n'est fait par Ah, rapport sur le plan, c'est-à-dire de la contrainte de contraindre ces pays, parce que ben, comme je le disais au début, s'ils pensaient avant que ce sont des déchets qui vont atteindre juste les populations locales, mais le vent, comme vous le disiez pour l'accident de Tchernobyl, et les nuages ne demandent pas de visa hein, pour partir en Europe ou pour partir ailleurs. Ils vont aussi contaminer, y compris les populations européennes. pour moi, l'AEA, c'est le porte-parole des puissances nucléaires. Donc, l'AEA ne peut pas prendre des initiatives sans suivre la feuille de route qui est tracée par les puissances nucléaires. La preuve, c'est on voit ça de près, ce qui se passe dans le monde, on voit il y a des deux poids, deux mesures. Pour un petit flacon de rien du tout, on détruit tout un pays. Et pour des dégâts monstres, on ne fait rien. Il y a des gens qui meurent, des cancers, des tas de choses. On ne fait rien. Donc, il faut comprendre que l'AIA n'est pas faite pour le tiers-monde, n'est pas faite pour nous. Et au niveau du Conseil de sécurité, donc vous me direz que, puisque ce sont justement ces puissances nucléaires qui siègent au Conseil de sécurité,
Il n'y a même pas lieu, même pas en rêve de penser qu'un jour, il y aurait quelque chose qui serait décidé. Non, il y a d'espoir. Si les pays du tiers-monde, des pays concernés, s'unissent et font pression, il y a d'espoir. Parce que ça relève du droit international quand même. Et il y a des droits qui sont quand même acquis pour, c'est-à-dire si les pays concernés s'unissent et font une pression, à mon avis, il y a possibilité. Si l'Algérie avec par exemple l'Australie, avec le Kazakhstan, avec même la Polynésie, s'unissent et font pression sur le Conseil de sécurité au niveau de l'ONU pour que ces situations de déchets nucléaires, ces situations de victimes soient résolues. À mon avis, on peut aboutir. D'accord. Ben, je vous remercie, Monsieur Mansouri, pour tous ces éclaircissements et pour cet entretien qui, j'espère, ouvrira les yeux à ceux qui somnambulent encore sur ces questions-là et les aider à se réveiller. Et parce que, évidemment, rêver d'un monde euh, parfait, comme on l'on dit vulgairement, un monde de bisounours, et c'est permis. Mais pour réaliser le rêve, il faut quand même se réveiller et faire face à la réalité et aller régler les problèmes qui risquent non seulement de continuer à envenimer la vie de gens, des riverains des sites où ont été menés les essais nucléaires, mais à même à ce que le danger s'étende un peu partout en contaminant beaucoup de pays et les ressources d'eau aussi, tout est possible. Donc, merci beaucoup et j'espère vous retrouver dans une autre occasion. J'espère certainement, on vous réinvite, vous serez invité une seconde fois pour approfondir cette question-là que nous avons, je crois, tenté de cerner aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous. À très bientôt. Das Vidania.